Voilà, c'est la fin de l'aventure envoyée spéciale pour Guylaine et pour moi. La fin de saison d'une magnifique aventure. Avant tout avec vous, chers téléspectateurs, et avec tous ceux qui nous entourent ce soir. À vous tous devant l'écran et sur ce plateau, merci. Vous êtes bien sur la messagerie de qui vous savez, n'hésitez pas à laisser un message. Sur ce, débranchement vôtre. Salut mon frère, mon copain, camarade, pote, ami, alter ego, t'es tipeur, hein. Imagine bien que je suis au courant du petit projet que tu peaufines depuis des mois. Et je suis un peu déçu parce que t'as même pas fait appel à moi et que tu ne comptes même pas me faire participer. Mais c'est pas grave, je t'appelle pour te demander dans ce cas si tu veux bien me laisser faire les restés débranchés hors série que tu prépares aussi. Et si jamais il y a de la place dans l'autre petit projet là, n'hésite pas, hein, reste branché. Reste débranché, n'est-ce pas? Ciao. Vous êtes bien sur la messagerie de qui vous savez, n'hésitez pas à laisser un message. Sur ce, débranchement vôtre. Bonjour, j'aurais aimé vous avoir de vive voix. C'est Charlie. Bon bah, après notre dernier entretien, je suis reparti visionner vos épisodes, car j'admets les avoir que survolés jusqu'à là. Et il est vrai qu'avec un peu de recul, de recherche et de distance vis-à-vis d'Adoxa, on peut affirmer que tout n'est pas à jeter, à la poubelle. Voilà. Il y a quelques faits cités dans ces dernières qui se vérifient aujourd'hui. Loin de moi l'idée de faire l'éloge de votre projet, je tenais tout de même à saluer votre démarche qui me semble honnête. Voilà. Au revoir. Allô, le débrancheur? Oh, l'homme, ça va ou quoi? C'est comment? Non, respect poto, tu me l'avais dit avec une certitude à faire pâlir, t'étais déjà très sûr de toi en 2015. Ah, laisse, tu connais, hein. Tu me l'avais dit, c'est chaud, t'avais laissé aucune place au doute. Malgré les rebondissements, t'étais resté sur ta position sans sourciller. Ah, mais de toute façon, hein, le mérite ne me revient pas. J'ai juste repris les propos d'une certaine personne de l'ombre, hein, de toute façon. Mais au moins, comme tu l'as dit, hein, avec cette élection, on s'intéressera peut-être enfin à ton gars là, à Tali. Tu m'en parlais en 2013, je savais même pas qui c'était. Ah, mais je crois que les gens n'étaient simplement pas prêts en 2013. Hein. Rester débranché aurait dû sortir en 2015, voire en 2016. Lol. Non, mais je crois que tu devrais faire une petite vidéo d'actu sur le sujet, gars. C'est trop. Non, je suis sur d'autres projets là qui sortiront à la rentrée. Ah ouais, ok. Mais pour le coup, ça me donne une idée. Et je pense même avoir ce qu'il faut. Mais pour ça, je crois que je vais devoir aller au bois de Boulogne. Hein. Faut que j'aille déterrer une carrière dans ce cas-là. Ah, t'es plutôt comme ça. Non, tranquille. Il y a une interview de moi et un certain journaliste que je dois aller récupérer là-bas. Et avec un léger montage, ça pourrait le faire. Genre, j'entrecroiserai mes propos avec des personnalités reconnues, de sorte à ce qu'on comprenne que ce sont avant tout des propos qui ont été dits par d'autres. Et j'entrecroiserai aussi les questions du journaliste avec d'autres questions de journalistes dans la même démarche. Ça fera un style de micmac, tu vois. Ouais, je vois, un peu technique, mais je vois le délire. Et tu vas l'appeler comment cette petite vidéo là? Comment je vais l'appeler? Allez, c'est parti. Donc dans ces vidéos, on voit quand même fréquemment l'un des thèmes majeurs, c'est l'école. Ouais. Pourquoi, entre guillemets, vous en prenez à l'école? Je m'en prends pas à l'école directement, disons que je m'en prends à tout ce qui n'est pas exposé, notamment dans l'école. Faut bien comprendre que derrière les questions que je peux poser, je remets tout un système en question. Par exemple... je suis vraiment désolé. Il y a un petit problème technique, on peut reprendre? Ouais, et bah attends, moi aussi j'ai plus de batterie en fait. T'as plus de batterie? D'accord, très bien. J'ai plus de batterie là en fait. Troisième fois. Pourquoi vous en prenez à l'école dans ces vidéos? Je m'en prends pas à l'école. Sinon ça reviendrait à dire que je m'en prends directement au professeur quand je pose mes questions. Non, je vais aller plus loin que ça. C'est-à-dire que quand si un élève viendra à tomber sur
une réaction, on va dire, étrange du prof, faudra qu'il comprenne par lui-même que c'est peut-être pas le professeur le souci. Disons que c'est ce qui a marqué dans les programmes scolaires. Donc je vois beaucoup plus loin que ça. Je n'ai aucune animosité contre l'école. Je trouve que l'école, ça sert. Donc je ne dis pas que l'école, c'est nul. Je dis que dans les programmes, il y a des choses qui ne sont pas exposées. Et c'est plutôt sur ça que je pointe du doigt. Et voilà. Alors qu'est-ce qui n'est pas exposé à votre avis et pourquoi? Déjà, dans la plupart c'est le but même de mon projet, dans la plupart des sujets que j'ai pu évoquer, on voit très bien que je pointe du doigt ceux qui n'ont pas été exposés. Pour en revenir à mon épisode sur la Révolution française, il fallait attendre M. Peillon, c'est-à-dire ancien ministre de l'Éducation, pour comprendre qu'il y avait un lien entre franc-maçonnerie et Révolution française. La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Donc, il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Voilà, donc moi ma question est pourquoi dans les programmes scolaires il n'y a pas ce lien qui a été marqué et qui a été évoqué malgré le nombre d'années. Et qu'est-ce que ça fait entre guillemets qu'il y ait un lien entre la franc-maçonnerie et la Révolution française? Ça permet de ne pas avoir une image idyllique de la Révolution française. Enfin, la nuit du 4 août 1789, donc c'est en gros la deuxième journée révolutionnaire importante, marque donc l'abolition des privilèges. Donc ici nous avons la fin de la société d'ordre. Et enfin, le 26 août 1789 est proclamé donc un très grand texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc qui met la liberté et l'égalité au cœur de tout et au cœur des revendications individuelles. Il y a énormément d'acteurs. C'est comme pour l'épisode que j'ai pu faire sur Hitler. J'incite les gens à se poser des questions, c'est-à-dire qu'on a une version, on va dire, assez mécanique de la chose. Hitler est le grand méchant qui a exterminé des gens. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que Hitler, c'est le méchant tout seul, ou est-ce qu'il n'y a pas un créateur du monstre derrière? Donc voilà, donc ensuite... Parce qu'il y en a? Oui, parce qu'il y en a. Il y a juste à se référer au livre que je peux vous pointer du doigt, qui est là, qui s'appelle Wall Street et l'ascension d'Hitler. On voit que les intentions d'Hitler étaient connues, mais ça n'a pas freiné les financiers à marchander avec lui. What amazed me was both in 1933 and in 1944, the 2 years for which I examined the records, over half the funds came from American corporations. For example, in 1933, ITT, Standard Oil, General Electric, and possibly Osram. So basically what we're seeing then is American industry helping to provide the technology, helping to provide the finance, helping to provide the material that is going to allow Hitler to create his war machine. Yes, that is correct. Donc forcément, une des questions que je pose, c'est par exemple, pourquoi l'Amérique est rentrée en guerre avec Hitler, sachant qu'il y a énormément de sociétés américaines qui ont bossé avec lui. C'est une piste. Voilà, ça reste une piste. On voit dans mes vidéos, vous parlez souvent effectivement, enfin vous avez en tout cas parlé des francs-maçons, de nouvel ordre mondial, de financiers de Wall Street. À votre avis, en fait, qui tire les ficelles dans ce monde? Dans ce cas, pour répondre à cette question, je vous redirige directement vers mon épisode Rockefeller. Voilà, le dernier épisode de la saison 2, l'épisode 5, où on peut voir, et je précise que dans la plupart de mes épisodes, j'aurais pu évoquer Rockefeller. Donc, l'une des premières questions que je pose, c'est comment ça se fait que, malgré le nombre de sujets que j'ai pu évoquer, j'ai pu tomber sur ce type-là. Et pourquoi, seconde question, ce type-là n'a été évoqué aucunement dans les programmes scolaires. Donc voilà, 2 questions. Donc je ne dirais pas qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, mais je dis qu'avec l'argent on peut faire beaucoup de choses et que généralement on retrouve des grands financiers derrière. Pardon de vous provoquer en caricaturant votre propos, mais vous voulez dire quoi, que Rockefeller c'est le maître réel du monde? C'est pas ce que je dis. Je dis simplement, je pense qu'il est dans l'ombre, comme un Attali, voilà. Ministre, président, depuis 40 ans tous ou presque consulte Jacques Attali. Pourquoi toujours lui?
à quoi sert-il? Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, Emmanuel Macron, c'est vous qui l'avez repéré, on peut dire ça? Oui, le hasard de la vie. À chaque mandat, il y a une commission Attali. Pour qu'un monsieur Hollande dise qu'après chaque mandat, il faut une commission Attali, c'est que la personne a de l'influence, mais il ne dit pas son nom. Je pense que Rockefeller est une personne qui a de l'influence, mais il ne dit pas son nom. Par exemple, quand je regarde sur le classement des plus riches au monde et que je ne trouve que Rockefeller à la 10e place, je me dis qu'il y a un souci. Parce que quand on étudie un petit peu la question, on trouve que Rockefeller, on n'a même pas besoin de parler d'argent avec lui, mais peut-être qu'il est dans un autre niveau. On parle de création monétaire, donc voilà. C'est un exemple, Rockefeller parmi tant d'autres. D'accord. En fait, ce que vous dites, c'est quelque part, il y a des gouvernements élus, et en fait, c'est pas forcément eux qui dirigent. Non, et d'ailleurs, il y a des grands professeurs dans... Donc, oui, il y a, quelque part, ce que vous dites, c'est que finalement, il y a des gouvernements élus, mais c'est pas forcément eux qui gouvernent. Parce que c'est vrai que son trait le plus flagrant à cette démocratie, c'est que les décisions sont prises par un ensemble de gens qui, en général, sont dans des sphères, dans le haut, on va dire, des pyramides économiques, médiatiques ou politiques. C'est là que les choses se passent, en général. Comment dire, je vous renvoie vers ma vidéo sur la démocratie, où voilà, des personnes attitrées, des professeurs d'Henri IV, le disent clairement, c'est-à-dire nous sommes dans un gouvernement où voilà, ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui sont dans l'ombre. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus, ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre. Voilà, c'est clairement dit, je ne fais que reprendre un propos, enfin moi personnellement j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur cette conclusion, mais d'autres le disent. Mais qui est dans l'ombre? Les acteurs de l'ombre, les acteurs financiers en principe. Oui. Mais quel genre d'acteurs? Dans la société occidentale actuelle, un petit nombre de gens, quelques pourcents à peine, qui cumulent des pouvoirs économiques d'abord parce qu'ils sont extrêmement riches, mais aussi politiques et médiatiques extrêmement importants. De très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. À travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Jacques Attali, chasseur de tête à gauche comme à droite. C'est l'influence qui l'intéresse. C'est d'être dans l'ombre, juste derrière, comme les coulisses d'un théâtre, et de faire chut. Et en même temps, c'est un homme d'affaires. Le cœur de son métier, c'est banquier d'affaires. Hein, et le cœur de sa fortune personnelle vient de là. Et la banque notamment. Comment se fait-il que quand on nous présente des personnes représentant l'Europe, on nous parle que très peu de leur parcours de banquier? Je pense à un Barroso ou à des Draghi. On parle très peu de par exemple la Goldman Sachs. Qui est de la Goldman Sachs dans ce cas-là? Voilà. Moi je traite de l'Union Européenne dans mes vidéos, notamment sur l'Union Européenne. Et voilà, je fais le lien entre la banque et les représentants de l'Europe non élus. Donc voilà, c'est un tout. Voilà. Dans les livres, je pense qu'on pourrait parler d'un Draghi ou d'un Mario Monti ou d'un tas de personnes, mais je sais qu'on n'évoquera pas par exemple la Goldman Sachs. Voilà, ça c'est une question que je pourrais poser. Pourquoi on parle souvent des représentants non élus? Ce qui est en train de se passer en Europe, c'est une atteinte totale à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a transféré toute une série de pouvoirs à des gens non élus. Et il est hors de question que le pays qui a inventé la démocratie se laisse gouverner par des gens qui n'ont été élus par personne. Des représentants non élus, il faut préciser, parce que ça, c'est pas aussi précisé. Et pourquoi on ne parle pas de leur petite carrière dans les grandes banques? Une de vos vidéos aussi est consacrée au nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il verra le jour? Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui. Qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Et vous dites qu'un gouvernement mondial, peut-être une règle mondiale pourrait apparaître, ça paraît quand même très hypothétique. C'est un projet, c'est une sorte de projet de complot planétaire? Le gouvernement mondial, c'est pas un gouvernement conspirationniste de quelques plutocrates qui veulent maîtriser le monde.
Non, il n'y a pas forcément de complot parce que c'est très clair, par exemple sur Wikipédia, juste pour reprendre la définition. Mondialisme. Le mondialisme est à la fois une approche des relations internationales qui met l'accent sur les courants transnationaux dans la marche du monde et une idéologie qui prône la libre circulation des biens, des hommes et des capitaux en fonction des besoins du marché. Ce projet a pour but d'instituer un nouvel ordre mondial dirigé par un État mondial. Le mondialisme travaille ainsi à la dissolution de toutes les nations du globe en une seule humanité. Wikipédia. Il faut souligner au passage, et ce n'est pas un petit détail, que cette définition a étrangement laissé sa place à une autre définition, plus orientée on va dire, mais là n'est pas le débat. Et croyez-moi, nous aurons l'occasion d'y revenir de manière beaucoup plus approfondie. Parole d'un débrancheur colibri. Ça dit clairement que c'est un projet voulu par les mondialistes et qui visait à détruire les nations pour instaurer un nouvel ordre mondial. Moi, comment je le vois, quand je me réfère encore une fois au programme scolaire, il est dit que c'est une notion dont Bouche-Père a été le créateur. Voilà, Bouche-Père. Or que quand on fouine un peu plus, quand on va au-delà des livres de Monsieur Nathan, on trouve que non, ça a bien été non seulement une expression, mais ça a bien été une volonté antérieure qui date d'il y a fort longtemps. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Il y a Victor Hugo qui parle déjà d'un gouvernement mondial, beaucoup d'autres le font. Et que petit à petit, on y arrive. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente en fait, je peux faire comment dire, un parallèle avec le film Matrix. Pour moi, ça va être une nouvelle forme d'esclavage où le peuple n'en retirera rien de bon. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? C'est très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. Voilà. Oui, où la finance aura le dessus sur non seulement les nations et les peuples. Pour citer un exemple, monsieur Nicolas Doisy, qui représentait le Crédit Agricole, qui a envoyé un communiqué à Hollande en lui disant que si vous ne cassez pas le CDI, c'est-à-dire quelque chose qui touche le peuple, c'est-à-dire voilà, quelque chose de fort en France, eh ben, vous allez recevoir les châtiments de la finance. Parce que voilà, les conditions de l'Europe voulaient que ça soit comme ça. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro... La pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides. C'est un peu plus compliqué pour lui, parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon. Vu que quand on procède par étapes, on a d'abord la nation, ensuite l'Europe et ensuite le nouvel ordre mondial, on sait que l'Europe, voilà, ça reste une étape. À l'échelle planétaire. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Ce qu'on a fait en Europe, il faut commencer à le penser à l'échelle mondiale. On voit que, pour ne citer que cet exemple, que ça défavorise le peuple et ça engraisse les autres, quoi. Alors vous dites justement un projet d'esclavage moderne ou d'esclavage hyper moderne et mondialisé. C'est très alarmiste ça. Vous lancez un cri d'alarme et vous dites la situation est affolante, qu'est-ce qui vous permet de jouer les Cassandres comme ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va vers ça et que les gens ne vont pas entre guillemets se réveiller et si c'était vraiment réel, que les gens se méfieraient? Malheureusement, je pense que moi je peux arriver à une petite conclusion, c'est qu'on y arrive. Nos caméras ont suivi ces familles qui vivent plus que jamais sur le fil financièrement. Elles sont arrivées à un certain niveau de vie qu'elles aimeraient transmettre à leurs enfants. Mais ces enfants pourront-ils vivre aussi bien que leurs parents? Beaucoup d'impôts, peu d'aide sociale. Les classes moyennes ont le sentiment de s'appauvrir alors qu'elles travaillent toujours plus. Et d'ailleurs aujourd'hui, les huissiers sont à leur porte. On a déjà des personnes, il y a même ce qui est bien avec l'évolution des médias par rapport à l'intervention des médias alternatifs, c'est que j'ai l'impression qu'ils font plus le boulot. Et moi, je suis tombé sur pas mal de documentaires où justement ils disaient voilà, des personnes âgées recevaient des factures qu'ils ne recevaient pas auparavant,
des factures, ils commencent à chercher du boulot parce que la retraite ça va pas, c'est-à-dire à plus de 70 ans, on commence à chercher un deuxième boulot. Bonsoir, c'est une histoire qui a marqué les esprits, l'histoire de Georges et Suzanne. À plus de 80 ans, ils ont ouvert une boulangerie à Clermont-Ferrand. Après 12 ans de retraite, ils choisissent de reprendre le travail pour arrondir leur fin de mois. On ne travaille pas assez dans ce pays. On ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine, on ne travaille pas assez dans l'année et on ne travaille pas assez dans sa vie. Voilà. C'est cette histoire qui nous alerte. À l'image de Suzanne et Georges, combien de retraités chaque année reprennent le chemin du travail? Voilà. Ça n'est pas exact. C'est ce que je pense. Non, on ne travaille pas moins que les Allemands, par exemple. On ne travaille pas moins que les Allemands. Mais on travaille beaucoup moins que les Allemands parce que les Allemands travaillent plus longtemps au cours de leur vie. On doit accepter cette idée. Ça, c'est un autre débat. Une gavroche sur la tête, Dany compte sur la rue. À 71 ans, elle chante devant les restaurants. Ses 700 € de retraite lui permettent tout juste d'avoir un toit. Alors, pour améliorer l'ordinaire, elle récolte quelques pièces. On doit travailler plus longtemps. Donc on y arrive, il y a des coupes budgétaires qui se font de plus en plus. Les personnes qui ont des revenus modestes deviennent de plus en plus pauvres. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on n'aura plus d'allocations? Que les services publics vont s'arrêter? Oui, ça pourrait dire vouloir ça. Ça pourrait vouloir dire qu'on devra licencier des fonctionnaires, des professeurs, des infirmières, des policiers, etc. etc. C'est ça que ça peut vouloir dire. La qualité des services sera moins forte, tant en termes de nombre de fonctionnaires qui les rendent, qu'en tant que niveau des prestations. Nous voyons concrètement la pauvreté augmenter à travers le monde et le chômage de masse augmenter. On y arrive à cet esclavage. Alors, ça, effectivement, il y a des conditions sociales qui sont dures, économiques, mais est-ce que pour autant on peut parler d'esclavage mondial? Parce que les mots sont forts quand même. Attention, pas de catastrophisme non plus. Non, c'est pas une question de catastrophisme. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la faillite, tout simplement. C'est arrivé à l'Italie, c'est arrivé à l'Espagne. L'état des lieux, il est extrêmement grave, et encore une fois, il n'est pas spécifique à la France. La dette de l'Occident, de Japon, des États-Unis, de l'ensemble des pays européens augmente. La France se trouve dans une situation moyenne, mais très grave, comme tout le monde. Les mots sont forts, mais ça reste une réalité. Parce que là, on est en France, on voit pas trop ce qui se passe à côté. Mais je vous assure que quand on vit la situation d'un Grec, on le sent bien l'esclavage. Parce qu'on leur dit quoi? On leur dit qu'ils sont responsables d'une dette que le peuple n'a jamais contractée, n'a jamais voulu. Ça s'est encore passé une fois avec la Goldman Sachs, dont on n'entend pas parler, généralement, même dans les documentaires. Pour Goldman Sachs, il s'agit d'un coup de maître. La banque a prêté à un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché, sans prendre aucun risque. Le même jour, elle s'est assurée contre un défaut de paiement de la Grèce. Au final, Goldman gagnera 600 millions d'euros avec cette opération. Les Grecs, eux, vont boire le calice jusqu'à la lie. Le taux d'intérêt s'est envolé, la durée du prêt a été rallongée et l'addition a doublé. Le pays doit rembourser 400 millions d'euros par an jusqu'en 2037. De quoi plomber encore davantage les comptes d'une nation au bord de la faillite. Quel est le coût réel aujourd'hui? Par exemple, lorsque vous conduisez sur une autoroute en Grèce et que vous vous arrêtez au péage, vous savez que la taxe que vous payez, et qui n'arrête pas d'augmenter d'ailleurs, va aller tout droit dans les coffres d'un client de Goldman Sachs. Et chaque fois que nous prenons l'avion et payons la taxe d'aéroport, c'est la même chose. Goldman Sachs investors, clients. Et on leur dit, écoutez, travaillez plus, donnez-vous plus, et on fera quelque chose. Pourtant, ils sont responsables de rien. Encore une fois, ça défavorise le peuple, ça reste une norme de la politique européenne. Et on voit très bien que là, pour prendre le cas grec, on est dans un esclavage moderne. On leur dit, écoutez, travaillez plus, même si ce n'est pas eux qui sont directement les responsables. On verra le phare qui aujourd'hui est sur la Grèce, sur le Portugal, venir sur la France. Non mais on peut pas appliquer le cas chypriote à l'ensemble du monde. Mais oui, mais c'est ce qu'on disait à chaque fois. Attendez. On peut pas appliquer le cas grec aux autres, on peut pas appliquer le cas espagnol aux autres, on peut pas... Sauf que, comme le dit Cédric, à chaque fois, on dit non, ça ne peut pas arriver, sauf que ça arrive. Je reviens à ma question, mais du coup, qui sont les responsables? C'est la finance, Wall Street, les Américains? Moi, je dis simplement que ce sont les mondialistes. Les mondialistes, on peut en trouver partout, dans tous les domaines. C'est-à-dire que les personnes qui ont une vision de gouvernement mondial, Attali en parle beaucoup. Son idée directrice depuis 20 ans, qu'il remet au goût du jour dans tous les livres, et là il a vraiment une grande constance, c'est l'idée du gouvernement mondial. Un gouvernement mondial. Il n'y a pas de gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial, il est là. J'ose dire le mot gouvernement mondial.
Voilà. Il pense qu'il faut un gouvernement mondial parce que les problèmes sont mondiaux et aujourd'hui, il nous explique que comme la crise est mondiale, il faut un gouvernement mondial. Je suis pour ma part favorable à un gouvernement mondial. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. Moi je dis jusqu'à un gouvernement mondial. Ça, est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Ça aura lieu. Toute la question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place d'une catastrophe. Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Voilà. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis traiter le Versailles. Généralement, si vous regardez certaines interviews de Attali, il se réjouit de la misère. Vous, ça vous rend pas joyeux, hein, je vais pas dire ça, mais quand même vous en tirez une leçon plutôt optimiste. Vous dites d'abord, ça permet à certains dirigeants, y compris notre président de la République, de revoir et de réviser un peu leur jugement, de dire tiens, finalement il faut un peu plus d'État dans l'économie et dans la gestion bancaire et même des entreprises. Et puis autre point, ça va peut-être être l'occasion justement de remettre à plat l'économie mondiale et de repartir sur de bonnes bases. C'est bizarre, ou comme dans BHL, quand on lui pose des questions, pour reprendre le cas de la Libye, qu'on le veuille ou non, c'était mieux avant, je pense que tout le monde peut le voir, lui il va dire non, c'est mieux maintenant, pourtant il y a des ruines partout. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui sont identifiées comme mondialistes, qui se revendiquent comme mondialistes. Il suffit d'une volonté. Alors la question c'est de savoir à quel moment il y aura cette volonté. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. Mais ces gens-là ne sont pas touchés par la crise. Attali fait des conférences à 1500 €, une par personne. Pourquoi il va... Voilà. Et en principe, on sait très bien que plus les riches s'enrichissent, plus les pauvres s'appauvrissent. Moi, je pense que oui, parce que à les entendre, si la crise c'est joli, si quand les gens souffrent c'est joli, si ces mondialistes qui prônent le nouvel ordre mondial arrivent au pouvoir, bah ouais, ça pourra que ressembler à ça. Et deuxième question, pourquoi on entend rarement parler du mondialisme dans les programmes scolaires? Pourtant, la mondialisation, on en parle. Mais même si la mondialisation est un phénomène plutôt naturel et que le mondialisme est plutôt une volonté de personnes bien déterminées, il est difficile de nos jours de ne pas faire une analogie entre le phénomène de mondialisation et le mondialisme. Disons que le mondialisme arrive à piloter la mondialisation. Je vous dis ça parce que souvent, dans ceux qui parlent souvent de nouvel ordre mondial, d'une gouvernance mondiale, la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Un nouvel ordre mondial émerge. Une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Tant de construire un nouvel ordre mondial. C'est la gouvernance mondiale. Il y a la question du poids du lobby sioniste, du lobby juif. Vous, c'est pas quelque chose qui vous inquiète, entre guillemets? Oh, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, dans le sens où il y en a énormément de mondialistes, je pourrais pas tous vous les dire comme ça, je vous l'ai dit, voilà, par exemple Rockefeller n'est pas juif. Par contre, on peut se poser la question de certains mondialistes, notamment comme Jacques Attali, qui dit, c'est pas moi qui fais le lien, c'est lui, que le nouvel ordre mondial, il voyait bien que Jérusalem soit la capitale. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. À ce moment-là, c'est pas moi qui fais le lien, c'est lui-même qui le fait. Enfin, à ce moment-là, je peux pas être plus explicite. Enfin, il peut pas être plus explicite que ça. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali. C'est même pas moi qui le suis, hein. C'est lui. Hein. Moi, Mais comme vous dites, donc les mondialistes, c'est pas un groupe homogène. Ah non, le mondialiste, c'est pas un groupe homogène. Non, ils se valent tous, ils se comprennent tous. C'est comme de dire que les philanthropes seraient tous juifs, alors que c'est faux. Je vous en citais pas mal. Voilà. Donc on en trouve, mais c'est pas, enfin, entre guillemets, dans vos paroles, vous assimilez pas le lobby mondialiste au lobby sioniste. Ah non, pas du tout, pas du tout. Après, si y en a qui font des accointances par rapport au nouvel ordre mondial et à certaines confessions, je les laisse le faire. Attali ne s'en est pas privé. Moi, pour ça, c'est lui qui parle. Votre ambition, à travers ces vidéos, c'est quoi? D'éveiller certaines consciences? Effectivement, c'est un peu comme le principe de la pilule rouge, pilule bleue, c'est-à-dire qu'il y a un monde que l'on superpose à travers un tas de choses, c'est-à-dire divertissement, argent, médias, on va dire médias de masse, c'est-à-dire tout ce qui abonde, on peut plus se concentrer sur une info. Voilà, moi je suis à ma façon le petit colibri qui vient
débranché par une petite goutte d'eau. Voilà, toute cette masse de divertissement et toutes sortes de choses. Et pourquoi l'école, enfin pardon, pas pourquoi l'école, mais pourquoi vous adressez plutôt à la jeunesse justement? Parce qu'on voit dans vos vidéos, elles sont faites de manière à plutôt, c'est plutôt les codes effectivement YouTube qui parlent plutôt à la jeunesse, quoi. Parce que la jeunesse, je pense que c'est la première cible, c'est à travers la jeunesse qu'on arrivera à créer une nouvelle société. L'éducation en général, c'est là où tout se joue, c'est là où l'avenir des enfants se joue, c'est là où l'avenir du pays se joue. Et je pense que les mondialistes ont bien compris. Quelles seraient les priorités? L'éducation d'abord, l'éducation maternelle. C'est pour ça qu'ils ne se nomment pas dans les programmes scolaires, d'ailleurs ils ne se sont jamais nommés d'ailleurs. Mais je pense que c'est la clé, et c'est là où tout s'explique. Dans le sens où si jamais les choses étaient amenées à se savoir, c'est pour ça qu'il y a une essence de médias alternatifs. C'est parce que les gens commencent à voir du réel qui n'est pas retranscrit par les médias dits mainstream. Donc forcément, on le voit. Et je pense que l'école, ça va permettre de couvrir un petit peu tout ça. Parce que moi, je regarde le planning d'un élève. Il sort de l'école, il est vachement fatigué, il va se poser, il regarde Secret Story, il n'y a pas ça Ange de la télé-réalité, il n'y a pas ça Amour avec les ch'tis, il n'y a pas ça... voilà, il y a un tas de trucs. Donc je pense que oui, l'élève est la cible. L'élève en soi, l'école est un bon moyen. Si j'avais à en dire qu'un, parmi tous ceux qui sont importants, je dirais sans aucun doute l'éducation. Et si j'avais à me concentrer davantage, l'école maternelle. D'ailleurs, c'est pour ça que des multimilliardaires et des philanthropes financent énormément l'école. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête C'est plutôt à eux de poser la question, quels sont vos objectifs dans le fait que vous mettez énormément d'argent dans l'école. Parce que voilà, je pense qu'il y a une bonne idée derrière. Et pour reprendre les propos de Omar Aktouf, il me semble, de l'école HEC, il disait que voilà, on est dans une société où on crée très peu de poètes, enfin, il n'y en a plus, de philosophes. Maintenant, tout est, comment il l'appelle, employable. On crée des employables. On sort de l'école, oui patron, oui patron, oui patron. Et je pense que l'école, à l'heure actuelle, sert à ça. On est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité. C'est ce qu'on appelle former des employables. Par exemple, je pense qu'il vaut mieux former les gens au métier d'après-demain que de les garder dans les métiers d'avant-hier. Voilà, la société est dirigée par des hommes. Est-ce que c'est pas la volonté des hommes que la société aille mal? J'espère vraiment qu'il y aura une grave crise de l'euro que je souhaite, non pas parce que je souhaite le pire, où il faudra soit accepter un désordre général, soit mettre en place un ordre planétaire avec un gouvernement mondial, avec une sorte de monnaie mondiale comme on l'a fait pour l'Europe. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Vous ne craignez pas qu'on dise, mais Jacques Attali, il a été à l'Élysée, il a travaillé avec François Mitterrand, et c'est sous Mitterrand que les déficits ont commencé à se creuser en France? Non, c'est inexact. Voilà, c'est une question que je pose. Et vous donc, vous êtes un remède pour ces élèves éventuellement, ou en tout cas une petite contribution à leur éveil? Je suis, on va dire, le facteur qui permet la prise de conscience. Je le dirai, je ne cesserai de le répéter, je suis là en tant que poseur de questions et pas en tant que diseur de vérité. C'est-à-dire que quand je fais un travail sur le terrain, je parle à un élève, je lui dis écoute, ce que je suis en train de te dire là, va le vérifier, c'est vérifiable, fais-toi une opinion et fais-toi une idée entre ce que tu entends et ce que tu vois, c'est très important. Voilà, je ne suis pas catégorique au même titre que les médias. Je n'ai jamais sous-entendu que quand un média quand un média parle, un média ment. Je dis non, si un média parle, va voir ailleurs ou va voir ce que la réalité te dit. Merci. De rien. Après, les maçons ont été vecteurs de la laïcité, c'est clair, mais ils n'ont pas inventé, ils n'ont pas sorti d'idées. Ah non, ça c'est sûr. La laïcité, c'est très profond déjà, parce que ça, je compte le faire. Je compte même lancer une bouteille à la mer par rapport à la novlangue. Moi, quand je parle de la laïcité, je parle de la laïcité actuelle, c'est-à-dire il y a quelques centaines d'années.
Ce que je dis, c'est que comment évoquer la laïcité sans parler de la franc-maçonnerie, par exemple? Je dis qu'il faut inventer autre chose. Le catholicisme, c'est l'oppression, le protestantisme, ça ne marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là. Comment évoquer la Révolution française sans parler de la franc-maçonnerie? Comment évoquer la 5e République sans parler de franc-maçonnerie? Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Pourquoi? Pourtant, quand on raccorde les trois, et moi, ma question, c'est pourquoi on n'en parle pas? Et comme par exemple, quand je dis que... Mais c'est que tu as une idée sur la réponse. Moi, j'ai une idée pour pas qu'on aille fouiller, parce qu'ensuite, quand on fait une étude sur la franc-maçonnerie, on se rend compte qu'elle a un lien avec le mondialisme. Voilà, et ça encore, Et ensuite, bizarre, on ne parle ni de la franc-maçonnerie, ni du mondialisme. C'est une question que je me pose. Et ensuite, on voit que c'est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que même le mondialisme, en fait, a une influence sur la France. Ils se sont influencés, les deux mouvements se sont influencés. Là aussi, je pensais à cette même définition de Wikipédia, assez bien résumée auparavant du mondialisme. À défaut de vous conseiller une dizaine de livres, comme dans la plupart de mes épisodes, si la définition de maintenant ne comporte qu'une rubrique concept, celle d'avant comportait une rubrique histoire, qui résumait de surcroît le lien que pouvait avoir le mondialisme et la franc-maçonnerie, son universalisme. Mais bon, là n'est pas le débat et comme j'ai pu le dire, on y reviendra. Capture d'écran à l'appui pour vous montrer ma bonne foi, bien entendu. Et c'est des mouvements dont on ne parle pas. Et pour moi, le mondialisme, à l'heure actuelle, est mauvais. Est mauvais dans le sens où il prône un gouvernement mondial. Est mauvais quand j'entends des mondialistes s'exprimer en disant qu'ils se réjouissent d'une crise. La France a besoin d'un grand choc, elle a besoin d'une révolution démocratique, j'espère. Que ce n'est que dans une crise que les dirigeants européens finiront par cesser de dire tout va bien, qui aura lieu, j'espère, dans les 100 jours qui suivront l'élection présidentielle prochaine. Au fond, les choses évoluent dans la bonne direction. La crise fait prendre conscience de la nécessité. La crise fait baisser l'euro qui était beaucoup trop fort, recréant des marges de manœuvre pour l'Europe. Et la crise, on le voit en Espagne, en Italie, en Grèce, en France. Donc... Mais si on ne le fait pas, alors il y aura une autre sorte de révolution parce que les gens descendront vraiment dans la rue et casseront tout. C'est plutôt une crise d'un monde nouveau plutôt qu'une crise de faim. Je pourrais être le porte-parole d'une révolution, en effet. Disons que le pire est parfois la condition du sursaut. Je me dis que si c'est des personnes-là qui prônent un gouvernement mondial, à quoi va ressembler le gouvernement mondial? En même temps, Attali, il a quand même fait ça dans un plateau télé. National à l'échelle mondiale, arbitre. On ne va pas se priver de dire autre chose. Hein. Je pense qu'il est assez... voilà, il a une certaine influence pour pas être remis en question. Attali, c'est dur. Il a une très belle rhétorique. Moi, j'aime bien l'écouter. Quand je l'écoute, je dis ce mec-là est fort. Il arriverait même à me rebrancher, parce que son travail à Attali, c'est de me rebrancher. Il faut savoir qu'il y a une dualité. Hein. En bas, il y a une minorité, parce que comme je l'ai dit, on ne peut rien contre la masse. On a une masse, et pour moi, la masse, elle est indéniablement branchée. On a une minorité qui est débranchée, mais en haut, c'est des débranchés aussi. Hein. Leur but à eux, c'est simplement de brancher les autres. Mais on se connaît. Moi, si je parle avec Attali, il va savoir que moi je sais, voilà. Quelque part, en fait, il y a une masse de gens asservis et quelques gens... Disons, je dirais plus, voilà, j'ai du mal un peu avec asservi, je dirais plus branché, pas parce qu'une personne est branchée, que je dirais qu'il est asservi, parce que on a un peu la même, voilà, on a un peu la même situation. Asservi, ça veut dire quoi? Il paye ses impôts, il fait son taf, je paye mes impôts, je fais mon taf. Voilà, on a la même situation, donc je dirais plus branché. Que lui, il n'en est pas conscient, moi j'en suis conscient. C'est plus à ce niveau-là, mais asservi, pas asservi, je pense. Ça donne une forme aussi de supériorité, entre guillemets. Non, disons de recul. Pas forcément de supériorité, non, mais de recul. Après, ça pourrait être un point où, oui, un débranché a peut-être un avantage en plus. C'est de savoir qu'il est débranché. Un branché, en principe, voilà, il vit sa vie... quand les médias parlent, les médias disent vrai, quand les politiques parlent, les politiques disent vrai. Bah ça c'est un peu quelqu'un de suiviste, un peu mou. Un peu, ouais, un peu, mais asservi, non, c'est trop fort. Ouais, c'est un peu trop fort pour moi. Donc voilà, ouais. Donc quand moi je vois que le mondialisme en soi n'a pas des... Moi j'ai jamais entendu
Si, j'ai parfois entendu Attali nous dire, mais lui, quand on l'écoute, des fois, c'est monde des bisounours. Hein. Des fois, il nous dit oui, mais quand on va s'ouvrir aux autres, tout va être bien, tout va être ça, mais quand il y a la catastrophe qui arrive, il est là. Voilà, il est en train de dire oui, voilà. Mais quand je vois que le mondialisme est intrinsèquement lié à la franc-maçonnerie, et que le mondialisme n'a pas un projet pour le bien du peuple, jusqu'à preuve du contraire, les étapes du mondialisme... Et pourquoi, entre guillemets, il voudrait faire le mal? Parce que... J'ai pas dit qu'il voulait faire le mal, je dis simplement que je pense qu'il y en a qui veulent garder leur privilège. Et qu'est-ce qui est de plus jouissif pour un riche que l'argent? Ce qui est le plus jouissif, c'est l'asservissement. Elles le disent. Ça veut dire qu'ils y prennent du plaisir alors à faire servir. Mais bien sûr. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, je ne suis pas sûr qu'on le voit à l'antenne, mais je vous fais parfaitement confiance. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est le rapport de la Commission européenne du 13 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les politiques économiques et sociales de la France en 2017. C'est-à-dire que quel que soit le président de la République que les Français vont élire, sauf si c'est moi, il sera obligé d'appliquer les directives qui sont indiquées dans ce document, et notamment la remise en cause du droit du travail, l'ubérisation généralisée de la société. Ça veut dire que toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, etc., vont devoir progressivement voir leur situation précarisée. C'est également la baisse des prestations chômage, c'est la suppression du SMIC. C'est également toutes ces prestations sociales qui vont être détruites. Alors il faut que les Français le sachent. Il faut que les Français sachent que si on ne parle pas de ces sujets-là, ils se retrouveront comme d'habitude avec un président de la République qui ne fera pas du tout le programme pour lequel il a été élu. Vous annoncez aussi un chômage de masse, une pauvreté qui augmente. C'est malheureusement les faits. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui la France est en proie au chaos? Assez inquiétant dans ce livre que vous venez de publier, cet essai, tous ruinés. Dans 10 ans, il y a un point d'interrogation, mais on va voir que quand même c'est presque affirmatif. La question, c'est pas de savoir combien de temps on travaille, mais qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Moi, je rêve d'une société où tout le monde serait comme moi, c'est-à-dire n'aurait aucune envie de partir à la retraite. Et donc, c'est une sorte de défaite de notre modèle culturel que d'avoir à parler de la réduction du temps du travail, que ce soit la réduction du travail quotidien, hebdomadaire, annuel ou au long de la vie. Ça veut dire que le travail est une aliénation, ça reste comme au XVIIIe siècle, il faut changer ça. Quand je vois un Attali s'extasier de la crise, je dis ouais, ce mec-là prend du plaisir. Ou du moins, on n'a peut-être pas le même plaisir, mais je veux dire, c'est comme beaucoup de... Enfin, pas beaucoup. Je veux dire, il y a des pédophiles qui font du mal et qui prennent du plaisir. Après, voilà, on peut pas forcément... Je peux pas justifier ce qu'il y a dans la tête à ces gens-là. Peut-être qu'il y a un plan derrière, qu'il y a quelque chose. Mais je peux dire concrètement que oui, je pense que ouais, certains, comme je dis, il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif que l'argent, c'est l'asservissement, c'est un esclave. Je suis favorable à ce que la loi prévoie la capacité laissée aux partenaires sociaux de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. Moi, je rêve d'une société où tout le monde serait comme moi, c'est-à-dire n'aurait aucune envie de partir à la retraite. C'est-à-dire aurait tellement de plaisir à faire ce qu'il fait qu'il n'a pas envie de partir. Le pouvoir, c'est maintenant d'avoir tout le monde à sa botte, de travailler pour moi. Je pense que ça, c'est aussi jouissif que tout. On continue encore un petit peu. Ouais. Deux mouvements qui ne sont pas précisés dans les programmes scolaires, et ben moi j'insinue que quelqu'un qui va faire ses recherches par rapport à ça, il va tomber sur ce que moi je suis en train de... Et il y a aussi la question des Illuminati qui est souvent débattue aussi. Franc-maçonnerie, Illuminati... Ouais, moi personnellement j'en parle pas. Ouais. Moi j'ai remarqué justement. Je pense que une des personnes qui vient débrancher, c'est le facteur. Il apporte du réel, il apporte des factures. Lui, c'est un débrancheur. Contre son gré, hein, mais lui, il vient apporter la dure réalité. Voilà, la dure réalité, et je pense que de plus en plus de Français la vivent. Voilà. Et je pense qu'un débranché peut jouer un branché, mais un branché ne peut pas jouer un débranché. Parce que voilà, il y a un savoir qu'il n'a pas forcément. Et je pense que d'être débranché, ça reste un atout très important.
Et ce que j'ai constaté en fait depuis la sortie du livre, et notamment à travers les différents témoignages que j'ai eus, c'est que vraiment il y a quelque chose qui se passe au niveau de la formation des journalistes. On a l'impression finalement que les écoles de journalisme sont beaucoup moins des centres de formation que de formatage. On m'a raconté des anecdotes qui témoignent du fait que justement dès le début des études de journalisme, il y a cette mise en condition, ce conditionnement des journalistes, ce conditionnement de ceux qui à terme vont nous conditionner nous. Dans Valeurs Actuelles, il y avait récemment un article là-dessus avec des témoignages d'élèves dans des écoles de journalisme, voilà, qui montraient bien cette manière de faire tout de suite comprendre aux journalistes qu'il y aura des choses à dénoncer, et il y aura des choses qu'il ne faudra pas tolérer. Il y a tout de suite, en même temps que la formation technique finalement, une formation morale, une formation idéologique, puisque les deux vont de pair.